petite vidéo, ou grosse vidéo, je ne sais pas encore, pour vous aider pour le brevet. Cette année, et ça arrivera sans doute d'autres années, et c'est déjà arrivé les années précédentes, eh bien il y a la physique, chimie et une autre matière brevet, et donc du coup, pourquoi pas, une petite vidéo pour vous expliquer l'essentiel de ce qui est à savoir en chimie, dans cette vidéo-là, et en physique, dans une autre vidéo, sur, pour, du moins, le brevet, et sur ce que vous êtes censé avoir vu pendant tout le collège. Allez, bon, je trouverai un générique. Quand on parle de chimie, on parle en fait, en troisième surtout, de tout ce qui est atomes, ions, molécules, etc. Donc en fait, la matière à l'échelle microscopique. Alors d'abord, on va essayer de faire un petit peu l'histoire du truc. Alors les premiers atomes, on les a eus lors du Big Bang, et quelques temps après. Et donc ça, c'est les atomes d'hydrogène et d'hélium, les plus simples. Et puis ensuite, pour former de l'hélium et des plus lourds jusqu'au fer, ça se passe dans les étoiles où on va avoir la fusion de petits noyaux d'atomes pour former des plus gros noyaux d'atomes. Voilà, la fusion, c'est un peu le même truc qu'on peut trouver dans l'idée qu'on a avec des choses qui fusionnent. Et puis ensuite, pour les atomes plus lourds que le fer, parce que ça s'arrêterait seulement à 26, on en a quand même beaucoup de plus lourds, eh bien il faut avoir une explosion d'étoiles qui dégage beaucoup d'énergie, ce qu'on appelle une supernova. Et là, on a des atomes plus lourds que le fer qui se forment. Chaque atome dans la classification a un symbole. Et les symboles sont, pour les Français, très faciles à reconnaître parce que c'est la première lettre du nom dans, allez, on va dire 8 cas sur 10. Et encore, je pense quand même que c'est plus. Attention, s'il y a deux lettres, la première est en majuscule et la deuxième est forcément en minuscule parce que toute majuscule implique un nouvel atome. Si j'écris C majuscule O majuscule, j'ai deux atomes, un de carbone et un d'oxygène, c'est du monoxyde de carbone. Tandis que si j'écris C majuscule O minuscule, j'ai un seul atome, c'est du cobalt. Voilà. Donc attention, parce que ça, on peut vous le sanctionner, hein, même si on est bienveillant, au bout d'un moment, ça va quoi. On vous le répète suffisamment pour vous dire que non, on n'écrit pas zinc, par exemple, zinc, ZN, ça s'écrit pas Z majuscule, N majuscule, ni les deux en minuscule. Le premier est en majuscule, le deuxième est en minuscule. Et les atomes, eh bien, on les range dans une classification, le tableau ou la classification périodique des éléments, que vous avez vu forcément à un moment donné au collège, parce que c'est dans toutes les bonnes salles de physique, hein, il y a peut-être des mauvaises, mais en tout cas il y en a, dès qu'on parle de physique-chimie, il y a ce tableau-là qui ressort. Ce tableau-là, il a été initié pour la première fois en 1869 par un certain Dmitri Mendeleïev, donc là c'est pour la petite histoire, donc c'est en Russie. Et à l'époque déjà il y avait pas mal d'atomes, il avait même pu anticiper la présence de certains atomes qu'on a découverts plus tard. Et après, il y a plein de gens qui ont travaillé sur les différents atomes reconnus. À partir de cette classification, eh bien, déjà, il y a 4 atomes à connaître, 4 symboles à connaître. C'est l'H pour l'hydrogène, N pour l'azote, C pour le carbone et O pour l'oxygène. Voilà, ces 4-là, vous devez les connaître. Pour s'en souvenir, c'est pas très dur, à part l'azote où c'est N, mais c'est le nitrogène en fait en anglais, ou nitrogénium en latin, d'où le N. Tous ces atomes, on va aussi les écrire avec une notation symbolique qui ressemble à ceci. Donc on a le symbole de l'atome, qu'on note ici X pour l'exemple. Z en bas à droite, en bas à gauche, pardon, c'est le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons. Ce nombre de protons correspond aussi au nombre d'électrons, puisqu'un atome est neutre électriquement, et les protons sont positifs, les électrons sont négatifs. Donc il faut qu'on ait la balance qui soit équilibrée. Et en haut, c'est A, c'est le nombre de masses. Alors c'est pas le nombre de neutrons, c'est le nombre de masses, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus de protons. Parce qu'en fait, un atome, c'est constitué à peu près comme ça. C'est le modèle planétaire de l'atome, où on a donc un noyau au centre, et puis autour des électrons, qui sont dans ce qu'on appelle un nuage d'électrons. On va avoir dans le noyau des protons et des neutrons. Les neutrons sont neutres, comme leur nom l'indique, et les protons, eux, sont positifs. Positifs, protons, ça ressemble, voilà. Et les électrons qui sont autour sont négatifs. Donc il faut qu'on ait autant d'électrons que de protons pour que notre atome soit neutre. Il arrive parfois que les atomes ne soient pas neutres, c'est-à-dire qu'ils vont perdre ou gagner un ou plusieurs électrons. Les électrons, ceux qui sont autour, c'est facile de les perdre. Eh bien, s'ils gagnent ou perdent un ou plusieurs électrons, ils vont devenir chargés. S'ils gagnent des électrons, ils vont gagner du moins, donc ils vont devenir négatifs. Et ça, c'est ce qu'on appelle des anions. Et puis, s'ils perdent des électrons, ils vont perdre du moins, donc ils vont être positifs, c'est ce qu'on appelle des cations. Anions et cations sont ce qu'on appelle des ions. Voilà. Qu'on a aussi deux autres catégories, hein, dans les ions, c'est les monoatomiques et polyatomiques, c'est-à-dire ceux qui n'ont qu'un seul atome et ceux qui en ont plusieurs. Comment les différencier? Les polyatomiques ont plusieurs atomes, c'est-à-dire que dans leur symbole, on va voir apparaître soit un chiffre en indice, c'est-à-dire en bas, soit on va avoir plusieurs lettres majuscules qui indiquent la présence de plusieurs atomes. Ça, c'est pour les polyatomiques. Et enfin, justement, j'en parlais, c'était ce fameux C majuscule, O majuscule, donc on a deux atomes qui sont collés l'un à l'autre. Ça existe.
c'est ce qu'on appelle une molécule. Les molécules, c'est une association de différents atomes. Vous en connaissez plein, parce qu'en fait, la plupart, on en entend parler, comme le dioxyde de carbone, le CO2, l'eau, H2O, O2 pour le dioxygène, mais on a aussi, je sais pas moi, l'ammoniac, NH3, le méthane, CH4. Et tout ça, donc ça, c'est ce qu'on appelle des formules brutes, c'est-à-dire qu'on va écrire les atomes qui constituent la molécule, en fait, dans une formule qui va nous synthétiser tout ça. Voilà. Donc cette formule brute, il faut savoir la lire. Par exemple, si j'ai CO2, eh bien, ça veut dire qu'il y a un carbone et 2 oxygènes. Techniquement, en fait, on lit les formules des molécules à l'envers, de droite à gauche, ce qui fait que dioxyde de carbone, on a bien dioxyde de carbone en lisant de droite à gauche. Voilà, attention, pareil encore une fois, pareil, faites attention, pas encore une fois, mais faites attention. Dans les formules brutes de molécules, les chiffres sont en bas, ils sont en indice, ils sont pas en haut, ils sont pas à la même hauteur, etc. Donc ça, il faut faire très attention, parce qu'encore une fois, on peut vous sanctionner, et surtout même après, dans la suite pour le lycée, ça sera quand même très important, et ça fait un petit peu amateur, quoi, si jamais on le fait pas bien. Ou alors ça fait genre, je suis en 6e et j'ai débarqué en second. Parlons des mélanges. Alors les mélanges en chimie, c'est quelque chose qui est assez fréquent, qu'on voit depuis la 5e, voire même depuis la 6e, jusqu'à la 3e, et qu'on reverra encore en seconde, première, etc. C'est en général en première qu'on comprend pourquoi deux mélanges, deux liquides ne peuvent pas se mélanger ou peuvent se mélanger. Et pourquoi aussi on peut dissoudre certains solides dans les liquides et pas d'autres. Alors du coup, les mélanges, il y en a de plusieurs natures à connaître en arrivant justement au brevet, en arrivant en seconde aussi. Alors c'est mélange entre liquides, rien de très compliqué, hein. On sait qu'on va avoir deux liquides, s'ils peuvent se mélanger, donc former un mélange homogène, eh bien on dit qu'ils sont miscibles, donc c'est les liquides qui sont miscibles, et si jamais ils peuvent pas se mélanger, on dit qu'ils sont non miscibles. On s'est pas vraiment ennuyé sur le truc. Et dans le cas de deux liquides, eh bien il va y avoir un au-dessus, l'autre en dessous. Le plus dense est toujours en dessous. Le plus dense, hein, c'est-à-dire que si on prend le même volume, eh bien c'est le plus lourd pour un même volume. Autre type de mélange à connaître, c'est le mélange entre solide et liquide. Donc on va dissoudre un solide dans un liquide. Dans ce cas-là, il y a un peu de vocabulaire, genre le solide c'est le soluté, le liquide c'est le solvant, l'ensemble on appelle ça une solution. Et si un solide peut se dissoudre, on dit qu'il est soluble. S'il ne peut pas se dissoudre, on dit qu'il est insoluble. Attention, certains solides sont solubles, mais il y a une limite. Hein. On peut à un moment donné arriver à une limite. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir dissoudre plus du solide, du soluté dans un certain solvant. C'est ce qu'on appelle la saturation ou la limite de solubilité. La solubilité d'un solide, c'est la masse de ce solide que l'on peut mettre dans 1 litre de solvant. En général, c'est de l'eau. Et donc du coup, voilà quelques solubilités, hein, je vous les affiche. Je vais vous mettre quoi, le sel, le sucre par exemple, ou même le bicarbonate. Ça, c'est différentes solubilités dans l'eau. Autre type de mélange, c'est les mélanges entre liquide et gaz. Bon, vous devez savoir que ça existe. De toute façon, vous avez déjà vu notamment des boissons gazeuses. Attention, les boissons gazeuses, hein, quel gaz on a à l'intérieur? C'est du dioxyde de carbone. Voilà. Et heureusement. Dernier type de mélange à connaître, c'est les mélanges entre gaz. Il y en a un qui est autour de nous, c'est l'air. C'est un mélange de plein de gaz différents, deux majoritaires, enfin deux en grande quantité. Donc on va avoir le diazote à peu près à, que je dise pas de bêtises, 78% de diazote, 21% de dioxygène. Et les 1% restants, c'est tout un tas de gaz. Je peux vous mettre la liste, on a tout ça avec des quantités assez variables. On retrouve aussi notamment dans ces gaz-là les fameux gaz à effet de serre. Donc voilà pour les mélanges, c'est pas mal ça. On va parler des réactions physiques. Les réactions physiques ou transformations physiques impliquent... qu'est-ce qu'elles impliquent? La transformation physique, déjà, c'est une transformation physique parce que il n'y a rien vraiment qui change. Seul change la forme ou l'état. Donc, dans une transformation physique, on ne va pas avoir de nouveaux éléments qui vont apparaître, on va avoir de nouvelles espèces chimiques qui vont apparaître, on ne va pas en avoir qui vont disparaître, ça sera la même espèce chimique au début, à la fin, qui aura principalement changé l'état. Et donc du coup, les changements d'état, il y en a 6, il faut les connaître vaguement, le passage de liquide à solide, solide liquide, etc. Je vous mets un petit tableau. Et la physique dans la chimie, c'est utile parce qu'en fait, certaines propriétés physiques sont inhérentes à un matériau. Je m'explique. Ça veut dire qu'en fait, un matériau va avoir une caractéristique physique. La plus connue, celle que vous avez vue au collège, c'est la masse volumique. La masse volumique est propre à chaque matériau. La masse volumique, sa formule, c'est ρ est égal à m sur v, c'est-à-dire qu'on va avoir la masse divisée par un volume. On a un volume, on a une masse de quelque chose, on les mesure dans les deux cas, on en déduit la masse volumique et on compare avec des masses volumiques
qu'on s'est déjà amusé à calculer. Voilà. C'est comme ça qu'on peut identifier différents métaux entre eux, parce que la plupart sont gris. C'est aussi comme ça qu'on peut identifier différents plastiques entre eux, parce que franchement, au toucher, quelle différence entre du polyéthylène, du polystyrène et du PVC. Sur les réactions chimiques, eh bien, contrairement aux réactions physiques ou aux transformations physiques, eh bien, on va avoir apparition de nouvelles espèces et disparition d'espèces qui étaient là au départ. Une transformation chimique se symbolise par une flèche, avec à gauche de la flèche les réactifs, ceux qui vont disparaître, et à droite de la flèche les produits, ceux qui vont apparaître. Donc, les réactifs réagissent pour donner des produits qui se forment. Dans une équation de réaction, on va écrire les réactifs sous leur formule chimique, évidemment, ça sera beaucoup plus simple que d'écrire les noms en entier, qui peuvent parfois être très très longs, et les produits aussi, bien sûr. On fera attention au fait que dans une transformation chimique, eh bien, étant donné que c'est juste une transformation, la masse ne change pas. Il y a conservation de la masse, comme disait Antoine de Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Donc ça veut bien dire que ce qu'il y avait au départ est encore à la fin, sauf que ça a changé de forme. Ça, c'est super important. On vous demande pas en troisième d'équilibrer les équations de réaction, mais principalement de comprendre que c'est une traduction d'une phrase française en une phrase chimique, en une symbolisation chimique, qui consiste à écrire les réactifs sous leur formule chimique en mettant un plus entre les réactifs, et pareil pour les produits. Et voilà. Alors, beaucoup de transformations chimiques sont dues à l'acidité ou l'alcalinité, la basicité. Et cette acidité, en fait, elle est due à un ion qu'on appelle l'ion H+. L'alcalinité, c'est l'ion H-. C'est la concentration de chacun. Plus on est concentré en H+, plus on est acide, plus on est concentré en H-, plus on est basique. Donc, on a pour nous mesurer ça, parce qu'on ne mesure pas des concentrations comme ça à l'œil nu, on a une échelle de pH. Le pH va de 0 à 14 dans ce cas-là. 0 à 7, c'est acide. 7, 14, c'est basique. Et à 7, c'est neutre. Et on voit bien la présence, la prédominance de certains ions en fonction du pH et donc du coup du domaine dans lequel on se retrouve. Ça, c'est important. Le pH, ça se mesure avec du papier pH ou un pH mètre. Voilà, il n'y a pas vraiment d'autres trucs pour le mesurer, enfin, pas à ma connaissance. Dans une transformation chimique, on a des produits qui sont formés, et ces produits, eh bien, on ne peut pas voir à l'œil nu qu'est-ce que c'est. On peut avoir un gaz qui se forme, on se dit, waouh, mais quel gaz ça peut être? Alors, pour savoir quel gaz ça peut être, eh bien, vous avez 3 tests d'identification de gaz. On va récupérer le gaz qui s'est formé, et puis ensuite, on va le faire réagir avec quelque chose pour voir quel gaz a été formé. Alors, premier test, le plus ancien, normalement, que vous connaissez, c'est celui du dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, si on le met dans de l'eau de chaux, ça fait un précipité blanc, donc ça trouble l'eau de chaux. Donc, on détecte le dioxyde de carbone avec de l'eau de chaux. Autre gaz qu'on peut avoir de formé lors d'une réaction chimique, c'est le dioxygène. Alors lui, on va le détecter juste avec une braise, c'est-à-dire un morceau qui a été chauffé, qui va prendre feu en présence de dioxygène. Et enfin, dernier gaz que vous pouvez identifier, ce que vous l'avez vu normalement en troisième, on attend en général, c'est le dihydrogène. Le dihydrogène, c'est un gaz qui, en présence d'une flamme, va détonner. C'est une réaction chimique, il fait boum. Voilà. Ça, c'est pour les détections des différents gaz qui peuvent se former. On peut aussi avoir un liquide qui se forme lors d'une réaction chimique. Alors, ce liquide, pour identifier si c'est bien de l'eau, parce que oui, les 3/4 du temps, ça va être de l'eau, un petit coup de sulfate de cuivre anhydre, il est blanc, il devient bleu, et donc du coup, c'est bien de l'eau. Avec l'huile, par exemple, ça ne change pas de couleur. Et enfin, on peut avoir des ions qui se forment lors d'une transformation chimique. Et ces ions-là, il faut connaître le test de détection de 4 ions. Là, c'est pas forcément le plus facile. Alors, il y en a 3, c'est avec de la soude. Si je mets de la soude et qu'on a un précipité vert, ça veut dire que c'était l'ion Fe2+, qui était présent. Si le précipité est orange ou rouge brique, ça c'est donc l'ion Fe3+. Et si le précipité est... c'est quoi le dernier déjà ? Oui, bleu, eh bien bleu c'est l'ion Cu2+. Et enfin, si on met du nitrate d'argent, attention, une petite solution qui fait des tâches, et bien là, on va avoir un précipité blanc dans le cas où il y aura un ion Cl-. Et j'ai pas oublié, mais il y a une réaction qu'il faut connaître, quand même une transformation chimique, c'est la combustion, le fait de brûler. Et lors d'une combustion, on a besoin de 3 choses, un réactif, un autre réactif et de l'énergie. Donc les 2 réactifs qui sont présents, ça s'appelle le combustible, celui qui va brûler, le comburant, celui qui va faire brûler, et l'énergie qui va déclencher la réaction et qui va même l'entretenir. Alors l'énergie, ça peut être, et dans la plupart du temps c'est de la chaleur, mais ça peut aussi être de l'électricité, ça peut être autre chose. On verra ça quand on fera de l'énergie par exemple.
Et quoi d'autre? Oui, combustion. Une combustion complète produit toujours les mêmes produits, c'est-à-dire de l'eau et du dioxyde de carbone. Et une incomplète, elle va produire en plus du carbone, donc de la suie, et du monoxyde de carbone, qui là, c'est une autre histoire, parce que ça c'est légèrement toxique en fait, et mortel. Voilà pour cette petite vidéo sur la chimie au collège pour le brevet. Et puis il y en a une autre qui va arriver sur la physique au brevet pour le collège, ou au collège pour le brevet. On verra dans quel sens je le prendrai.